l'Europe. Le monde qui nous regarde, L'association Chi come noi hanno sempre combattuto. Buonasera a tutti, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stella pour ce nouveau numéro de Contrasto spécial élection territoriale, émission diffusée sur Frequenza Mora et réalisée en partenariat avec le journal Corse Matin. Nous accueillons ce soir Paul-Félix Benedetti, buonasera. Buonasera. Tête de liste Corinne Fronte pour le Renault National avec le soutien du Parti fédéraliste européen. C'est votre troisième candidature comme tête de liste. Vous meniez la liste indépendantiste du Renault en 2015 et vous aviez à l'époque recueilli 2,58% des suffrages avec 3451 voix. Pour vous interroger ce soir, Roger Antèche de Corse Matin, bonsoir, et Patrick Vinciguerra d'Avreguenza. Bonsoir. Alors, on le disait, 2,5% en 2015, une liste militante pour l'essentiel, reconduite en partie, avec des nouveaux venus, on va en parler. Quel est le sens de cette candidature, une candidature de témoignage ? Non, c'est une candidature politique pour répondre à une attente très forte de la société corse, qui est dans un état de paupérisation, une détresse sociale qui n'a jamais atteint, avec un peuple corse asphyxié, en voie de disparition, une agression multiforme, avec des financiers de toutes parts qui sont les prédateurs de la Corse. Dans ces conditions, une liste bien entendu militante, mais qui va au-delà d'une démarche électorale, avec la volonté, dès la fin du scrutin, de constituer un parti politique refondé, centré sur les fondamentaux du nationalisme, porteur d'espoir, et qui va redynamiser l'espace politique corse, qui va sortir des logiques où aujourd'hui on a des mouvements politiques embourgeoisés, où on a des... Vous pensez là, vous pensez je pense à l'ensemble. Fait-moi à gauche. Je pense à tous les mouvements qui aujourd'hui ont tendance... Quand vous parlez de tendance... recentrage du nationalisme, ça veut dire que les autres ne sont plus au centre, ils ont perdu les fondamentaux? Non, mais ils sont dans des logiques propres. Nous allons garder la nôtre. On est dans un espace militant, conquérant, dynamique, volontaire, altruiste, généreux, pour répondre aux attentes. Et on considère qu'aujourd'hui, le moteur de ces démarches doit se recentrer sur le militantisme, sur la place de l'homme, et de l'homme qui a du temps à donner. C'est un bénévolat politique que d'être un militant, et aujourd'hui, ça tend à disparaître, parce que ce sont les élus qui caporalisent les fonctions politiques dans les organisations politiques, et les mouvements actuels aujourd'hui ne sont plus que des regroupements d'élus, et pour la plupart des mouvements, des regroupements qui ne sont pas idéologiques, mais ce sont des soupes électorales. Nous, dans ces conditions... Force, par rapport à 2015, bon, Batiaré... Notre force, c'est la constance, c'est la cohérence de notre discours, c'est la volonté d'avoir un projet politique à long terme et à moyen terme, d'affirmer des compétences, d'affirmer des convictions, d'avoir une très grande sincérité et d'être considéré comme tel par une grande partie de la population, et surtout d'avoir réussi à agréger autour de la base initiale du Renault des personnes qui sont des gens exemplaires, des militants de toujours, et qui sont venus ouvrir la liste et nous permettre de voir au-delà et d'envisager avec sérénité la constitution de cet espace politique qui va aller au-delà des espaces, je dirais, traditionnels qui nous étaient dévolus. C'est vrai que la critique de partis sans militants, on l'entend beaucoup dans le paysage politique corse. Et d'où vient, vous, cette conviction que vous avez des militants avec vous? Parce que vous avez pu le tester, vous avez pu le voir. C'est la réalité. Hein. Vous l'avez vu, hein. On n'a pas tergiversé pour déposer la liste. Vous avez été les premiers, d'ailleurs. On a une ossature qui est quand même cohérente, qui est stable, qui est constante. Des personnes qui sont rodées à l'action politique et qui nous permettent aujourd'hui d'entrevoir avec sérénité l'avenir et notre contribution politique de haut niveau à la société corse avec des personnes. Dans les 20 premiers de la liste, on a une ossature de gouvernement, des compétences affirmées, des valeurs complémentaires dans tous les domaines d'activité dont la Corse aura besoin, et on a la prétention aujourd'hui de dire qu'on sera à notre place avec un niveau de compétences et un niveau de proposition pour construire la nation corse en devenir et être à la hauteur des enjeux et proposer un contre-système en opposition aux archaïsmes français qui nous ont été imposés par ce jacobinisme effréné et par cette logique d'anéantissement de l'économie corse, de la société corse, de la culture corse. Et dans ces conditions-là, c'est un sursaut. Paul-Félix Benedetti, c'est donc une autre offre nationaliste, on a bien compris, que vous qualifieriez d'authentique. Il était impossible de la concilier avec l'autre offre nationaliste portée par Gilles Simeoni?
C'est une offre complémentaire. Au moins au premier tour. Hein. Nous avons fait la démarche politique noble de proposer, on a chez le Patriote, les gars, un regroupement de toutes les forces qui sont historiquement issues du combat contemporain des nationalistes corses pour proposer cette société nouvelle. Nous avons donné une lettre à Gilles Simeoni le 8 août. Elle est restée sans réponse ? Il n'y a toujours pas de réponse. Dans ces conditions, on en a pris acte et nous avons organisé notre démarche. Vous avez eu des mots très durs à l'encontre de Gilles Simeoni, vous le tenez pour responsable de cette non, j'ai pas eu des mots durs. J'ai une amitié personnelle pour Gilles Simeoni, mais politiquement aujourd'hui, je considère qu'il incarne le patron d'une majorité politique. Et dans ce cadre-là, dans ce rôle-là, il lui appartenait à lui d'être le fédérateur de tous. Il a choisi, avec partialité, d'être le fédérateur d'une seule partie du mouvement nationaliste historiquement connu. Et dans ces conditions, nous, on le déplore et on considère qu'aujourd'hui, la logique n'a pas été cohérente. Jean-Guy Talamogne a eu des mots assez durs aussi pour votre position, en disant que vous avez été pendant cette mandature un parti d'opposition. Écoutez, je pense que c'est des mots déplacés. Nous, on a réaffirmé ce qu'on est. On est opposé aux archaïsmes, on est opposé à la mainmise de la grande finance sur la Corse, on est opposé à des projets incohérents comme par exemple un projet de gazoduc et un projet tout gaz alors que le monde entier, la France annonce l'abandon des énergies fossiles pour 2050. On est opposé à l'implantation d'une grande surface du fret à Bastia, à Ajaccio et à Porto Vecchio parce qu'elle va asphyxier le petit commerce qui aujourd'hui est dans un état de désarroi avec un taux de faillite. Alors ça c'est pour le programme. Jamais imaginé. Je veux dire, donc dans ces conditions-là, on est dans la proposition, on est dans le concret, et on nous affirme qu'on est dans une logique d'opposition, sur la rupture, opposition au système qui oppresse la Corse, et dans la construction d'une société corse en devenir, altruiste et généreuse. Après, sur la rupture, la responsabilité de Gilles Simeoni et de Jean-Guy Talamogne, mais on se souvient que vous étiez aux côtés de Corsica Libre en 2012, il y a eu cette rupture entre vous et Corsica Libre. Est-ce que ce n'est pas aussi le nœud du problème? Est-ce que ça ne peut pas venir aussi du Rhino? Est-ce que Gilles Simeoni a cédé aussi à la pression de Jean-Guy Talamogne et de Corsica Libre? Je ne sais pas. Parce qu'entre vous, la fracture n'est pas simplement politique, pas seulement politique. Entre Rhino et Corsica Libre, on le sent bien, ça va au-delà. Moi, je n'ai aucune connaissance des motivations propres, puisque depuis 2 ans, nous n'avons eu aucune discussion avec Femme Ouagours. Dans ces conditions-là, je le déplore d'ailleurs, j'en reste là. C'est un signe. Hein. Pendant 2 ans, vous ne l'avez pas parlé, c'était quand même... Vous étiez prêt à resiéger avec Jean-Guy Talamogne Nous sommes des patriotes corses, nous sommes à la hauteur des enjeux politiques, on répondra aux attentes de l'histoire, et on ne sera à aucun moment un obstacle à l'évolution de la société corse. Alors, sur la campagne, on le disait tout à l'heure, sur la 9 listes, peut-être 8, ce n'est pas encore définitivement complètement arrêté, on dira. Votre vision d'un mot sur la mandature écoulée? C'est une mandature très courte de mise en régime avec la venue aux responsabilités d'une majorité nationaliste. Et c'est un galop d'essai. C'est quelque chose qui est positif dans la mesure où on a stabilisé le courant politique nationaliste avec des élections législatives qui ont confirmé une majorité potentiellement forte. Et dans ces conditions-là, on doit se projeter sur une construction politique à moyen terme, arracher des pans entiers d'avancées institutionnelles, ne pas se contenter d'une évolution à minima. Vous êtes très prudent, hein, là, Paul-Félix Benedetti, quand vous jugez ces 2 ans de mandature. Bon, vous faites un bilan positif au plan électoral, certes, mais sur ce qui a été fait, sur ce qui a été réalisé, sur l'action. Comment le jugez-vous? Est-ce qu'il y a un bilan de l'exercice du pouvoir par les nationalistes? Écoutez, moi, je ne vais pas être le comptable des bonnes ou des mauvaises actions. J'ai constaté une gestion dans la normalité, puisque aujourd'hui l'institution est cadrée, il y a des possibilités qui sont minimes de pouvoir déroger aux règles, mais tous les grands dossiers restent en chantier parce que c'est une mandature qui a été très courte. Vous diriez globalement positif ? Pour reprendre une vieille expression. Moi, je dirais que globalement c'est positif dans la mesure où il n'y a pas eu de mauvaise action.
Alors, vous avez la possibilité aussi de rejoindre l'offre, vous parliez de Achille Tabadrio, il y a eu l'offre de Fais-moi Gours, de rassembler l'ensemble des nationalistes. Vous n'êtes pas reconnu dans cette démarche? Non, l'offre ne nous a jamais été faite. Qu'il n'y a aucun quiproquo, qu'on ne nous présente pas de fausses intentions. Quand je vous dis qu'il n'y a jamais eu de rencontre, à aucun moment avec Fais-moi Gours, malgré nos demandes réitérées, je vous affirme une vérité et je mets au défi quiconque de dire le contraire. Il y a eu ce grand meeting où ils ont appelé, notamment, vous avez dit, usine à recycler à Jacobi, on a vu, Jacques Coste, tout ça qui était présent. Est-ce que vous n'êtes pas senti concerné par cette démarche, en tout cas? Démarche dont je ne connais pas la teneur et les aboutissements possibles et à laquelle nous n'étions pas conviés. Point. Et si on revient juste au bilan, est-ce qu'il y a des marqueurs nationalistes dans ce bilan-là? Est-ce qu'on a exercé le pouvoir autrement que ceux qui étaient là avant et par des actions sur des sujets importants, la langue ou autre. Il y a eu une continuité, une mise en action des programmes communs au courant patriotique, mais je vous dis, c'est très court, c'est pas sur ça qu'on peut juger. On a géré ou on a gouverné? C'est plus une méthode de gouvernement dans la mesure où pour gérer, il faut avoir un transfert de pouvoir qui n'a jamais été obtenu. Et dans le cadre des avancées à venir, il faut imposer des pouvoirs législatifs avec un plein exercice, avec la possibilité de faire du législatif et du réglementaire dans les domaines importants de l'organisation de la société. Ce n'est pas le cas actuellement. Et à partir de là, on est dans des situations de blocage. Avant d'en venir au programme, dernière petite question électorale. Ce mépris de Fais-moi Gours, pour vous, vous ne les avez pas rencontrés depuis des semaines, ce mépris ou cette sorte d'indifférence, est-ce que ça obère des chances d'une union au second tour entre votre liste que vous conduisez et celle de Gilles Séméon? Nous, on se projette sur du long terme et du moyen terme. Le second tour ne sera qu'un épisode de 24 ou de 48 heures. On n'a pas aujourd'hui la possibilité de prévoir quoi que ce soit puisqu'on ne connaît pas la réalité des enjeux électoraux, de ce qui va se passer, quels sont les besoins. Est-ce qu'il y aura impérieuse nécessité d'un regroupement stratégique pour empêcher un front républicain? On ne sait pas. Maintenant, de mon propre avis, les fractures qu'a imposé de ne pas nous accepter au premier tour se produiront très probablement au second tour. Et c'est pour cela que nous avons organisé une action politique d'envergure pour quoi qu'il advienne être de second tour. Donc, de par nous-mêmes. Si vous franchissez la barre des 5%, il est très peu probable que vous fusionniez avec les autres nationalistes. Écoutez, la logique électorale d'un second tour où nous ne franchirions pas la barre, ce que je juge aujourd'hui très improbable, ne sera pas de notre responsabilité, puisque vous savez très bien que c'est celui qui accueille qui a la décision. En tout cas, vous serez volontaire pour intégrer je ne fais... Ça dépendra de l'ossature militante et des choix de l'organisation, mais je vous dis, ça dépend du programme, ça dépend de la volonté de chacun, ça dépend des enjeux. Alors, avant de passer au programme, une question. Est-ce que ce qui ne vous sépare pas aussi, c'est le soutien à la clandestinité? On vous a entendu sur RCFM dire que, pour l'instant, vous ne pouvez pas être aussi affirmatif que le pôle PA Gours, qui dit qu'on doit rester sur une action exclusivement démocratique. Est-ce que pour vous, aller poser des bombes, ça peut être encore d'actualité pour les groupes clandestins qui sont encore en activité? Écoutez, je considère que c'est un faux problème. Que chercher cette argutie, c'est chercher des poux sur la tête à celui qui n'en a pas. La clandestinité aujourd'hui est en sommeil depuis une dizaine d'années. Sommeil profond. On ne peut pas imputer au Rhino et à Paul-Félix Bénédette un rôle de chef de guerre d'être un élément déstabilisateur et belliqueux de la Corse. C'est un procès d'intention inadmissible, c'est presque jouer le rôle de la balance. Moi, ce que je dis, c'est que la société corse aujourd'hui, elle est dans les mêmes conditions historiques, voire dans une situation encore plus dégradée que ce qui a permis de voir le jour des combattants politiques du FLNC en 1976. On a aujourd'hui une agression économique. Notre terre est vendue, plus qu'avant. Nous avons une colonisation par peuplement de substitution de 5000 personnes par an. On est passé de 250 000 habitants en 1990 à 330 000 habitants aujourd'hui. C'est une progression qui est inégalée au monde depuis la progression des États-Unis avec l'immigration massive des Européens. Dans ces conditions-là, aujourd'hui, on a 5000 constructions annuelles. On a une agression. Donc ça veut dire que les conditions légitimes d'il y a 40 ans sont toujours illégitimes. Ça veut dire qu'il faut un front de libération encore? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir un processus politique qui amène à une fin de conflit stable, avec une avancée, un transfert de pouvoir législatif, que le président Macron accorde dans le cadre de l'existence courte de son mandat présidentiel, avant l'année 2020,
une autonomie large pour la Corse, qu'on fasse l'exercice de ce nouveau pouvoir pendant 10 ans et qu'ensuite on se dirige vers un scrutin d'autodétermination. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'espace politique cohérent est ouvert, si le problème des prisonniers politiques est réglé, il n'y a aucune raison pour que l'on n'ait pas un abandon définitif. Mais ça sera un abandon naturel, pas un abandon décrété. Et moi, je ne suis pas le prêtre de l'organisation matérielle des tenants ou des non-tenants de la clandestinité. Mais pour reprendre la question de Sébastien Thierry, sans vous accuser de quoi que ce soit, quand on voit des gens, des clandestins, cagoulés, armés à la une de Corse Matin, est-ce que ça fait encore en 2017, et pas seulement, Pas armé. est-ce que ça fait encore avancer la démocratie? Oui, mais les derniers clandestins se sont prononcés pour apporter leur soutien à Gilles Simeone. Donc je suppose que ce sont des personnes qui sont proches de lui. Donc moi, je suis dans la réelle politique. Là, aujourd'hui, on cherche Est-ce que c'est utile encore en 2017? C'est l'histoire qui jugera. Ils s'autodéterminent de par eux-mêmes. S'ils décident que leur action est logiquement constructive, il leur appartient. Il n'appartient pas aujourd'hui aux organisations politiques, sauf à considérer qu'elles ont des bras armés qui sont aux ordres, de se déterminer. Alors, sur le programme, vous parliez de l'autodétermination, de l'autonomie. On sent bien que ça va être un des clivages de la campagne. Vous voulez aller vers un transfert immédiat de ces compétences majeures et ensuite un référendum en 2032. Alors, vous ne pensez pas que ça peut effrayer une partie de l'électorat, puisqu'on voit bien que le clivage se fera là? Non, aujourd'hui, la société européenne évolue avec la prise en considération des droits à l'existence des vieux peuples. Ce qui se passe en Catalogne n'est pas très rassurant pour l'opinion publique. Ce qui diffère de tout ce qu'on entend sur l'autodétermination, indépendance, autonomie derrière, c'est que vous demandez des règles du jeu au gouvernement qui sont claires. Est-ce que c'est l'expérience de ce qui se passe en Catalogne, précisément, ou c'est à peu près le chaos, parce que ça a été assez impréparé, qui vous fait aller vers ça, en disant, ma démarche est claire, 2020, 2020. Nous, on veut des règles claires, on veut ce transfert de compétences avec les pouvoirs législatifs dans les domaines importants de l'organisation de la société, en se collant sur le modèle SARD, pour qu'on ne nous dise pas que c'est impossible au niveau de la réglementation européenne. Une fois qu'on aura obtenu ces avancées et qu'on sera en capacité de les mettre en œuvre. Après 10 années de gouvernement avec ces nouvelles compétences, je pense que la Corse retrouvera un niveau social, un niveau économique, un niveau culturel qui sera bien plus harmonieux, bien plus agréable, avec un partage des richesses, l'arrêt de cette paupérisation, qu'on enlèvera ces 80 000 personnes qui sont sur le seuil de la pauvreté, de cet état de déliquescence à la fois humain et social, et on obtiendra à ce moment-là naturellement l'assentiment du peuple. On se tournera vers lui par voie référendaire avec ce scrutin d'autodétermination et il choisira en libre conscience. L'autodétermination ne doit faire peur à personne. Si le peuple ne le veut pas, dans 10 ans, enfin dans 15 ans, puisqu'on aura une étape transitoire pour obtenir les avancées d'autonomie, et ensuite, une fois qu'elles seront obtenues, 10 années de plein exercice, en 2032, eh bien, il y aura ce choix. Finalement, sur ce point, vous n'êtes pas très éloigné de Fémois-Gours, puisque eux aussi réclament une autonomie pleine et entière dans les 3 ans, et Jean-Christophe Angelini, pour ne citer que lui, a parlé d'autodétermination à terme. Écoutez, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient plutôt pour voir l'aboutissement de notre combat politique comme une autonomie dans le cadre de la République française. Moi, je pense que l'autonomie ne sera qu'une étape transitoire. C'est un dû aujourd'hui, en 2017, au vu de ce qu'ont les autres régions. Tous les Länders allemands ont des compétences très larges dans tous les domaines qu'on explicite. Toutes les régions d'Espagne, dès la sortie du franquisme, ont obtenu tous ces droits. Sans aucune lutte, sans aucun sacrifice, toutes les régions italiennes, dont les 2 îles principales, la Sardaigne et la Sicile, qui ont des pouvoirs très importants, un droit de décision, des droits à dérogation européens, des discussions directes avec Bruxelles. Je crois que cette étape-là, c'est incontestable que c'est un dû politique. Et derrière, c'est d'avoir ce droit à redevenir un espace souverain, ce droit à réexister à l'égal de ce qu'avait fait Paul il y a 2 siècles, et dans ce cadre-là, on ne veut pas l'imposer. C'est pour ça qu'on est sur un système référendaire. Vous parlez d'un cadre européen qui serait favorable à l'autodétermination. Dans les conflits qui naissent, soit pas en Italie, mais plutôt en Espagne aujourd'hui avec la Catalogne, moi je trouve l'Europe assez absente de ces discussions-là aujourd'hui.
On la fantasme pas, l'Europe des régions, l'Europe des nations parfois sans État. L'Europe aujourd'hui, elle cherche à avoir une logique économique qui lui permette de sortir de ce marasme économique et de pouvoir être l'égal des autres grandes entités économiques, hein, que ce soit la Chine, les États-Unis ou la Russie et l'Inde. Dans ces conditions, l'Europe sait très bien qu'elle doit réformer toutes ses strates administratives et qu'elle doit avoir des gros blocs qui sont des blocs pour elle économiques, mais vu du côté où on va créer ces blocs qui sont des grandes régions, des espaces de liberté, des espaces d'émancipation. Et le meilleur moyen de les reconstituer, c'est de les centrer sur ce qui a été l'histoire de l'Europe, sur ces vieux peuples qui ont des logiques, des droits. Et dans ces conditions-là, ça viendra naturellement. Pour l'Europe, bien entendu, ce n'est absolument pas dans une logique d'un droit de réparation historique des peuples qui ont été bafoués par les nations jacobines et qui les ont asphyxiés, anéantis, dont l'Espagne et la France, mais ça sera une finalité économique qui profitera à ces régions qui auront à ce moment-là la possibilité de s'auto-organiser. Paul Félix-Benedetti, l'autonomie, d'accord, mais l'indépendance aujourd'hui, est-ce que ça a encore un sens au XXIe siècle d'être indépendant? L'indépendance. Si la Corse a son autonomie pleine et entière, y compris fiscale, qu'est-ce que ça amène de plus? Vous voulez avoir votre armée, votre police? Non, l'indépendance, c'est une souveraineté politique qui permet de, par exemple, hein, comme l'île de Malte, hein, à ma connaissance, elle n'a pas une armée d'invasion, hein, elle est sous la protection des autres grandes nations européennes. Par contre, elle a ses propres politiques, ses propres spécificités, ses propres règles, ses propres lois. Elle a sa représentation à Bruxelles, elle a sa représentation à l'ONU, elle existe, elle a un droit historique. Et je ne vois pas pourquoi en Corse on ne pourrait pas prétendre à avoir notre propre organisation, à remonter notre niveau de vie. C'est la question du temps. Est-ce que ce n'est pas un concept qui est vieux aujourd'hui, du milieu du XXe siècle? À ce moment-là, il faut décréter le pays du monde, tous les citoyens égaux, une seule organisation, une seule spirale, une tutelle politique majeure, un seul commandement, plus aucun pays, plus aucun peuple, une seule langue. Ça sera peut-être dans le XXIe siècle. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est quand même dans des logiques historiques et politiques avec le droit des vieux peuples, le droit à exister, le droit à prétendre s'autogouverner. Je crois qu'on est dans des logiques politiques. Autre thème de campagne fort, parce que le temps passe, c'est l'action vis-à-vis de la terre. On vous a vu à Caval, on vous a vu à Rondina. C'est-à-dire vous voulez renforcer le PADUC, alors que certains maires qui l'appliquent, y compris ceux qui l'ont soutenu, disent que c'est un carcan. Ils sont plusieurs. Écoutez, moi j'ai été un des seuls à voter contre le PADUC, parce que dès qu'il a été mis en œuvre, j'ai considéré qu'il avait été transgressé entre le moment où il y a eu l'enquête publique, où il y avait eu un compromis, et le moment où il a été revoté de manière définitive à l'Assemblée de Corse. Il y a eu deux modifications majeures, une permissivité absolue de l'extension des zones urbaines et la possibilité de ne pas figer les terres agricoles, les espaces stratégiques agricoles, et d'avoir cette notion de compensation. Sachant qu'il manquait 50 000 hectares dans la cartographie des espaces stratégiques, aujourd'hui, ce qui devait arriver est arrivé. On prend des terres agricoles qui sont en théorie inconstructibles, on les rend constructibles, et on invente, parce qu'on trouve à côté des terres qui sont des terres potentiellement de même nature, et on dit il y a la compensation et on peut faire. Sur 7 ou 8 POLU, ça permet de rendre constructibles des terrains et de s'amener à plusieurs milliers de logements potentiels sur seulement 7 PLU. Moi, ce que j'avais dit dès le départ, c'est qu'un plan d'aménagement du territoire doit imposer un plan de progression des constructions. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'en Corse, on ait 140 000 résidences principales et 100 000 résidences secondaires. On a un taux de résidences secondaires aujourd'hui qui est inégalé dans le monde. C'est inadmissible, c'est une économie de la rente et une économie de la spoliation qui nous détruit, qui détruit notre tourisme. Ces résidences secondaires, ensuite, on les retrouve sur Airbnb en location par le marché international sans qu'il y ait une seule dividende sur le marché corse. Et ce qui asphyxie notre économie hôtelière marchande faite par des Corses et au profit de la Corse. Donc tout ça montre que le PADUC aujourd'hui, il est à réformer, il doit revenir sur les fondamentaux qui ont fait la motivation des nationalistes et on doit envisager très sérieusement une quantification précise des extensions d'urbanisation. Sur l'agriculture elle-même, hein, qui est aussi au cœur de votre programme et qui connaît une crise aujourd'hui à cause de la sécheresse, et pas seulement sans doute, est-ce que vous pensez qu'on a mis en œuvre des politiques suffisantes pour favoriser son développement? Non, la politique agricole qui a été menée en Corse est une politique imposée au niveau national pour toute la France et pour toute l'Europe. La Corse a besoin de mesures dérogatoires. La Corse aujourd'hui est dans un système d'aide à la non-production.
puisque la France et les pays européens sont en surproduction, pour limiter, pour remonter les coûts, on impose. Par exemple, aujourd'hui, la prime à la vache allaitante, c'était en théorie pour empêcher les productions de lait. En Corse, on ne produisait pas de lait, mais on a, parce que l'agriculture corse est moribonde, qui a eu besoin de trouver des subsides de survie. Vous êtes pessimiste, c'est une agriculture qui s'en sort pas trop mal. Pas tant que ça. 17 signes de qualité officielle, d'AOC, etc. Pas tant que ça. Il y a l'élevage qui pêche. Il y a une filière qui s'en sort, c'est la viticulture. Et encore, la viticulture de haut niveau, pour le reste, ce sont des personnes qui ont besoin d'être aidées pour produire. Et aujourd'hui, on aide pour la non-production. En théorie, c'est de la gestion d'espace, mais in fine, ce n'est pas adapté aux besoins de la Corse. Ça veut dire qu'on doit se servir du bras de levier, du premier pilier de la PAC, qui est une aide individualisée aux exploitations, pour en faire une aide à la production et qu'on le recentre sur nos moyens pour que déjà on ait un minimum d'argent circulant sur de la production alimentaire et agricole, avec tous les produits de transformation qui sont dédiés. On arrive à la fin sur la collectivité unique telle qu'elle est conçue. On voit qu'il y a des difficultés budgétaires déjà avant sa mise en œuvre. Vous êtes inquiet ? Écoutez, la collectivité unique, c'est une tromperie. C'est juste la fusion conseils généraux, collectivités territoriales, avec des politiques fléchées et imposées par l'État français. Aujourd'hui, on va trouver un système politique qui nous impose des politiques, mais avec aucune liberté financière, avec un endettement de très haut niveau, avec un endettement moyen qui va être de quasiment 6 annuités. Par rapport à la capacité d'investissement et de compensation annuelle, ce n'est pas acceptable. Pour cela, il faut reprendre toutes les rênes avec des transferts de compétences sur la totalité de la fiscalité et de tous les moyens de levier pour qu'on puisse choisir ce qui est stratégique et non stratégique et qu'on arrête les logiques d'endettement et d'emprunt. Aujourd'hui, on a un problème, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'exister par nous-mêmes. Donc, il y a obligation d'avoir un combat politique qui nous amène à plus de compétences, plus de souveraineté. Merci Paul-Félix Benedetti, ce sera votre mot de la fin. On se reverra tout au long de la campagne et on passe maintenant à la deuxième partie, le club de la presse. C'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. Alors initialement, c'est le candidat de la gauche républicaine qui était prévu ici sur ce plateau pour la deuxième partie du débat. Mais vous l'avez vu cette semaine, la liste s'est désistée. Nous accueillons donc... pas en lieu et place de Jean-Marc Ventoury, mais Antoine Albertine, notre confrère de Sétimane, pour le club de la presse en deuxième partie. Et Corse Matin, bien sûr. Vous avez notamment signé un bilan de la mandature ce vendredi dans vos colonnes. Alors, on va attaquer avec la gauche républicaine, puisque justement, c'est pour ça qu'on fait ce débat. Ce désistement, y compris l'arrêt politique de Paul Jacob, Patrick Vinchuguer, ça a pesé dans la campagne, c'est inédit. C'est inédit, en tout cas. C'est vrai que c'est historique. C'est une première. Depuis le début des élections en Corse, il n'y aura pas ce courant de pensée. Ça en dit beaucoup sur la mutation du paysage politique insulaire avec la disparition de dinosaures, un peu comme Paul Jacob. C'est une page qui est tournée. Et je pense qu'on entre dans les élections en Corse. C'est un mouvement amorcé depuis décembre 2015. On entre dans une nouvelle ère. Alors, que vont faire François Tatt et Jean Tsoukaridis ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir selon vous ? Est-ce qu'ils vont soutenir quelqu'un ? Écoutez, j'en sais rien. Moi, ce à quoi j'assiste, c'est effectivement des tractations assez pénibles, assez pitoyables en réalité, puisqu'il faut bien reconnaître que les nationalistes ont fait voler en éclats le jeu politique traditionnel. Ils ont fait ce que Macron a fait au niveau national, à peu près. Gilles Simeoni est l'inventeur du macronisme. Oui. En mars 2014 à Bastia, il avait déjà fait pas mal de ce point de vue-là. Il a dynamité le système. C'était assez bien vu ou assez mal vu selon le point de vue qu'on adopte. Moi, je ne sais pas ce que fera la gauche républicaine. En tout cas, je pense que de manière beaucoup plus globale sur le plan de la manière dont se comportent les partis politiques traditionnels, on assiste à vraiment une espèce de mercato clandestin assez lamentable, qui n'est absolument pas à la hauteur des enjeux, puisqu'on entend tout le temps parler d'enjeux. N'est-ce pas, Antoine Albertine, le propre des élections, ce mercato ? On sait toujours des tractations, mais c'est la politique. Alors, oui, sans doute que c'est le propre de la politique. Encore faut-il que c'est un minimum d'après, je dirais, ou politique ou moral. Là, on a des candidats qui, dans nos propres colonnes, se félicitent du fait que tel ou tel qui n'est pas de leur bord politique naturel, entre guillemets,
les rejoignent parce qu'il est à la tête d'un réservoir de voix. Bon, si des forces politiques traditionnelles n'ont pas compris que ça ne On fonctionne voit par absolument exemple plus. le cas de Paul-Marie Barthes, Jean-Martin évidemment, Mandolone. Et c'est vrai que Jean-Martin Mandolone, qui veut incarner une nouvelle manière de faire la politique, même s'il n'est pas tout neuf, ça pose pas un problème. Alors que dans l'intertitre, il veut développer un centre-gauche, et dans le cœur de l'article, il appelle à voter pour Jean-Martin Mandolone. C'est assez curieux. C'est vrai que lorsqu'on prétend incarner une certaine nouveauté et que le premier des soutiens déclarés est Camille de Rocazère, battu aux dernières législatives, et que le deuxième hors de la sphère de la droite est Paul-Marie Bartoli, c'est un petit peu compliqué, me semble-t-il. Moi, ce qui me surprend, c'est que, et pour revenir sur la désintégration de la sphère politique traditionnelle, c'est qu'aujourd'hui, parmi les trois grands partis qui ont eu un rôle à jouer encore, je pense au PRG, je pense marginalement peut-être au Parti Socialiste, je pense même aux Républicains ex-UMP. Le Parti Socialiste très marginalement, ex-UMP ou ex-RPR. On nous dit qu'ils vont peut-être revenir dans les discussions aujourd'hui, mais les grands partis nationaux n'ont plus aucune influence sur ce qui est en train de se tramer en ce moment en Corse, que ce soit ça pose à droite ou à gauche. la question du leadership à gauche, on verra ce que ça va donner. Alors ceux ils ont présenté la liste ce week-end, c'est Parti communiste et France Insoumise ou Corse Insoumise. Est-ce qu'ils pourraient récupérer cet électorat de gauche qui va être un peu en perte de repère, quoi? Oui, le parti, évidemment, ils pourront récupérer. D'autant qu'ils profitent de la politique d'Emmanuel Macron, qui est perçue par une très, très, très grande majorité des Français comme un président de droite, un président des riches. Donc ça posera des problèmes à Jean-Charles Orsucci, qui conduit la liste En Marche, la liste La République En Marche. On se demande d'ailleurs pourquoi il est allé chercher cette investiture. Je sais pas ce que... Et s'accrocher à ce point, surtout. S'accrocher à ce point à cette investiture qui, à mon avis, va Contre-productive pour vous? plutôt contre-productive. Oui, c'est un handicap. On a vu les candidats législatifs. Pour moi, le nouveau clivage qui apparaît avec cette refondation, c'est maintenant, aujourd'hui, on va avoir des autonomistes à tendance libérale, un peu style Gilles Siméone, et puis des nationalos autonomistes à tendance social-démocrate, voire de gauche, qui auraient pu être incarnés par Jean-Charles Orsucci et François Hollande, s'ils n'avaient récupéré cette étiquette La République En Marche, qui pour moi est surtout un handicap aujourd'hui. Moi, ce qui me paraît assez contre-productif dans l'étiquette La République En Marche, c'est l'exercice même du pouvoir par Emmanuel Macron. Il a parlé de pacte girondin pendant la campagne. Je pense qu'on a rarement eu une présidence et une gouvernance aussi jacobine. Ouais, il faisait partie au début des années 2000 des bébés chevènements. Et aujourd'hui, il y a une vraie cassure entre La République En Marche, au pouvoir central, et les collectivités locales. Que ce soit les communes, que ce soit les intercos, que ce soit les régions, il y a une véritable fronde des élus locaux aujourd'hui qui voient leurs moyens coupés de manière assez arbitraire du reste et sans trop de concertation. Donc effectivement, La République En Marche, c'est peut-être pas la meilleure étiquette pour se présenter territorial. Alors on voit qu'il y a déjà et en parlant de jacobinisme, sans parler de l'épisode au point électoral, l'épisode Barra, hein. Oui. Qui a plombé la liste de Jean-Charles Orsucci dès le départ. Hein. Et le fait d'aller chercher les ordres à l'Élysée quand on veut faire justement le contraire je ne comprends toujours pas à quel point Jean-Charles Orsucci et François Hollande ont pu se fourvoyer de ce point de vue-là, ne serait-ce que sur le plan de la communication, de la présentation de la campagne, en me disant on attend les ordres de Paris. Alors ça a été complètement dévastateur, non seulement auprès de leur électorat, mais auprès des éventuels électeurs qui étaient susceptibles de rejoindre la démarche. Et puis si on regarde... D'autant que ça n'a pas très bien marché aux législatives à l'étiquette. Et si on regarde deux élections de suite, les législatives et les territoriales qui vont venir, on voit que l'équipe des législatives, des 4 investitures données par LRM, la République En Marche, il en manque déjà 2 au combat, Maria Giudicelli et Francis Goditi, qui est parti vers Mondolone de son côté, alors que Maria Giudicelli a rendu les armes. Alors ça pourrait être le pont justement entre Jean-Martin Mandolone et La République En Marche. On sait qu'il y a déjà des discussions en vue d'une éventuelle fusion. Est-ce qu'elle serait choquante, ces Front républicain ou Union de progrès alors ? Moi, le terme Front républicain, évidemment, il est choquant. Ça nous renvoie notamment aux années 92 en Corse, où la droite et la gauche s'étaient alliés. C'est bien parce que ça nous permet de rajeunir. Oui, ça. Moi, j'ai l'impression. Ceux qui étaient nés. Ça nous rajeunit. Maintenant, on peut appeler ça un front commun.
une union. Ça ne vous choquerait pas plus Ça me choquerait sur le pas point plus que politique. ça, c'est la politique. Ah, moi aussi, Abbassia, Antoine, en mars 2014, on a fait une coalition pour l'emporter. Quand on se présente à des élections, c'est pour gagner. Alors, c'est pas pour ne faire. Est-ce qu'il n'y avait pas un projet C'est pas pour faire derrière figuration. Alors, effectivement... Le projet derrière, Sébastien, on a vu ce qu'il est devenu. Abbassia, il a éclaté très rapidement. Il y a un bémol. On est dans une élection purement locale à Bastia, qui est importante sur le plan politique et sur le plan symbolique en mars 2014, avec effectivement cette alliance de mariage de la carpe, du lapin, du brochet et du lièvre. Non, mais François Tat et Gilles Siméone, c'était assez génial, quoi. C'était assez génial pour nourrir les conversations au café. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Mais ça reste un scrutin, certes symbolique et important sur le plan symbolique. Il a donné Bastia. hein. Oui, mais attends. Là, on parle d'un scrutin qui se déroule à quelques semaines de la mise en place d'une collectivité unique, avec des enjeux considérables. On n'entend pas parler de programme. Mais personne. Non, attends. Personne. Très bien, je suis d'accord avec toi. On va y venir, sans doute. Il n'y a pas de campagne déjà. Il n'y a pas de campagne, on n'entend pas parler de programme. Et dans la marmite à tambouille politique, le seul truc qui sort, c'est le Front républicain. C'est pas le Front républicain. J'ai l'impression qu'on est au municipal en 83 et que j'ai 8 ans. Ce sont les observateurs et certains élus qui ont eu la prudence de parler de Front républicain. Je ne pense pas que Jean-Charles Ossou le disent eux-mêmes. Non seulement, ils le disent eux-mêmes, mais c'est encore un tour de force des nationalistes, je suis désolé, d'avoir hyper intelligemment ressorti du chapeau les termes. Entre parenthèses, pour des juristes comme Jean-Guy Talamogne et Gilles Siméone qui connaissent extrêmement bien ce type de notion, ils savent très bien que quand ils parlent d'autonomie, d'autodétermination, d'indépendance, ça revêt absolument pas les mêmes significations. Tout ça, c'est assez bien vu politiquement. Ils sortent une notion du chapeau et ils en font le thème central. Alors que la question ne se pose même pas. Les principaux intéressés le disent eux-mêmes. Bilan, la seule réponse qu'apportent les forces politiques traditionnelles, c'est, vous avez vu, ils veulent aller à l'indépendance. Et alors, super. Vous dites qu'ils sont tombés dans un piège. Oui, enfin, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le... Non, mais j'essaie de comprendre ce que vous dites. Par ailleurs, l'exemple catalan qui suscite ici à la fois l'engouement et le délire, comme si on pouvait comparer les deux situations, vient donner du grain à moudre aux forces politiques traditionnelles. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis désolé, je suis très... Après, en plus, c'est mon façon. C'est notre invité. Hein. Vous pensez bien que j'allais... C'est notre invité. Vous n'êtes pas candidat. Hein, non, je ne suis pas candidat. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que, les nationalistes font l'union dans les conditions, peu importe, mais ils l'annoncent en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de différence entre Gilles Siméone et Jean-Guy Talamogne qu'entre Jean-Martin Mondolone je voulais revenir. Ils font. Non, mais je vais être très court. Ils font une union avant tout le monde, alors que personne ne dit que ça va se passer comme ça. Bon, ça c'est le premier. 2. Ils sont sur leur Aventin, ils annoncent leur union. Ils sont pratiquement en boucle de finalisation, en phase de finalisation de la liste. Et ils sortent le terme d'autodétermination, ils le jettent au milieu et ils regardent les autres s'entre-déchirer pour les questions de liste. Pour l'instant, ils jouent assez bien la partie. Ce que ça va donner par la suite, on verra. Pour revenir à votre question, Sébastien, c'est toujours mieux, sur une possible union entre La République En Marche et peut-être de gauche et Jean-Martin Mondolone sans doute de droite. Moi, elle ne me choque absolument pas. J'ai moins d'ancienneté que vous sur l'observation de la vie politique insulaire, mais je n'ai jamais vu de différence fondamentale entre une gestion de gauche et une gestion de droite dans l'île, si on accepte les communistes d'un côté et les nationalistes. Et c'est sur le plan de l'affichage, sur le plan programmatique. Qu'est-ce que vous proposez contre les nationalistes? Il y a eu une erreur d'affichage, Antoine Albertino. On est d'accord. Ce n'est pas choquant de faire une union entre les deux tours. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Alors, si on prend l'offre de droite, on sait que demain, le député Alain Marlex, vice-président de la commission d'investiture, arrivera en Corse pour essayer encore de faire cette liste d'union. Décidément, on a plein de surprises dans cette campagne. D'union au premier tour. De la droite au premier tour. Donc, chez Jean-Martin Mondolone, qui a critiqué cette ancienne droite, cette vieille droite avec qui il voulait rompre, on trouve Camille de Rocazère, Francis Diouge. Est-ce que c'est incohérent? Est-ce qu'il y a un problème politique dans l'offre? Dans l'offre d'union de Jean-Martin Mondolone. Jean-Martin Mondolone, je trouve qu'aujourd'hui, il a des soucis de riche. Tout le monde se bouscule pour être sur sa liste. Il est en position de force. Je ne le vois pas céder demain aux sirènes même parisiennes pour faire une union. D'autant qu'il a toujours revendiqué son indépendance par rapport à Paris. Point de vue des Républicains. D'ailleurs, il n'a jamais eu l'étiquette Les Républicains. L'union, je pense que c'est une chimère depuis un petit bout de temps. Demain commence le dépôt des listes.
quand on a vu la difficulté qu'il y avait à les construire avant le 30 octobre. Et cette séquence se terminera le 6 novembre. En une semaine, je crois absolument impossible. Est-ce que du côté de la mairie d'Ajaccio, on pousse, comme on le dit, à cette liste du On plan, a poussé, je pense qu'on ne pousse plus. Je pense que Valérie Bod, il n'en veut pas. Que Mondoline, pourquoi pas, à condition d'en prendre la tête sans doute. Mais voilà, moi je la vois très mal se faire dans la semaine qui va venir. Et je pense même que ce sera très difficile de la faire, cette union, entre les deux tours. Sauf s'il y a une opportunité de l'emporter, une belle opportunité de l'emporter. Là, je pense que cette volonté a été nécessité faisant loi, ils s'uniront. Sans quoi, les rancœurs, les amertumes... Ils resteront chacun... Et là, il y aura 48 heures pour faire l'union. Hein. Voilà. Non, moi je fais aucun pronostic vu que la dernière fois je me suis perdu un repas. Vous n'avez toujours pas payé le repas. J'attends que vous désigniez l'établissement. Sur la cohérence de la démarche de Jean-Martin, puisqu'ils n'ont pas répondu, c'est-à-dire ils voulaient rompre avec l'ancienne droite, est-ce que... On n'a pas compris la question en fait. C'est rompre avec l'ancienne droite, je ne sais pas, puisque on a pu avoir un dévoilement de son programme dimanche dernier, mais enfin à ce compte-là, ça n'est pas bien loin sur le plan des propositions effectivement plutôt concrètes. Maintenant, chaque candidat se heurte aussi à la réalité, parce qu'on est une île de 300 000 habitants, on ne peut pas non plus créer de toutes pièces des golems électoraux. Il y a malgré tout, de la part de Jean-Martin Mondelogne, une volonté affichée de renouvellement parmi les 5 premiers, en tout cas, parce que Camille de Rocazard, a priori, n'en fera pas partie. Il y aura Chantal Péliné qui sera en deuxième position. Xavier Lacombe. On ne la connaît pas trop. Xavier Lacombe est connu à Ajaccio, ici pas trop. Marie-Thérèse Mariot, qui est maire de Taillot-Isolac, qui n'est pas trop connue non plus. Et puis qui a fait preuve d'une certaine compétence pendant les 2 ans passés à l'Assemblée de Corse. Du côté de Valérie Bod, il y a plus de difficultés qui transparaissent en tout cas, à constituer la liste et à prendre le dessus. Bon, elle affirme que non, puisqu'elle disait cette semaine dans nos colonnes qu'elle avait déjà les 63 noms et même au-delà. Néanmoins, il n'y a pas grand-chose qui perce aujourd'hui. Et j'ai peur que cette liste, malgré le soutien que lui apporte Stéphanie Grimal, il serait troisième. Se cantonne à... Pierre-Jean Loucha. Pierre-Jean Loucha serait quatrième. Se cantonne à un réduit Ajaccio et rive droite. Alors, je ne sais pas. Voilà, je pense aujourd'hui, elle doit être en difficulté pour sortir cette liste-là. Clairement. Alors que, au départ, c'est pas du tout ce qu'on pensait, puisque elle est candidate parce que, aussi, Laurent Marcangel, il n'a pas souhaité, lui, prendre la tête de liste au départ, parce que tout part de là également, parce que l'union de la droite... Elle aurait dû se faire naturellement derrière Laurent Marcangel. Alors, il y a la question du Front National, Antonin Bersigne, qui a changé de candidat, donc ce sera plus Cagnoni qui est aujourd'hui dissident, puisqu'il y a eu la rupture durant la mandature. Est-ce que vous pensez qu'ils referont le coup de 2015, c'est-à-dire avoir des élus, malgré le contexte qui a un petit peu changé ? Je pense qu'il y a une très forte polarisation là, pendant cette campagne. Je vois difficilement, mais encore une fois, je ne vais pas me livrer au jeu des pronostics, je vois difficilement le Front National refaire une entrée fracassante, surtout sans personnalité marquante, surtout en avançant dans le brouillard, on ne sait pas qui y a sur la liste, comment elle s'organise, sur quelle base programmatique, et d'autant qu'on sait que c'est une formation qui prend essentiellement ses consignes de Paris. On voit dans quel état le Front National est actuellement, dans quel état les instances nationales de cette formation se trouvent actuellement, avec une implosion plus ou moins annoncée et plus ou moins prévisible, puisque les gens oublient que c'est quand même un agrégat de courants très divers. Pourquoi Charles Joanne et pas Nadizi, finalement ? Mais voilà, mais je voulais en venir là. Pourquoi a-t-elle été audible, cette liste-là, en 2015, et bien qu'il ne soit pas candidat, parce que Francis Nadizi a porté la parole à travers le territoire. Apparemment, comme au niveau national, ici en Corse, la tendance dure à primer. Le bon vieux discours sur l'immigration, etc. Je pense non que... Et puis Francis Nadizi est quand même quelqu'un qui a raison de ses fonctions passées au rectorat, etc. Puis c'est quelqu'un qui avait un sacré réseau aussi. C'est quelqu'un qui a un gros réseau, donc qui est capable de mobiliser. Et puis il avait des soutiens qui sont assez... ici à Bastia, il y avait Miguel Brousquin, qui est quelqu'un d'assez apprécié. Donc ça aide. Que ce que le Front National vit au niveau national, avec une remise en question de Marine Le Pen qui est forte, avant le congrès de 2018, ce qui se passe encore, c'est aujourd'hui une réplique, avec des vieux thèmes qui reviennent vers l'avant, et d'anciennes troupes que l'on croyait sur le bord de la route qui replongent dans le combat.
Voilà. Alors, on parle, il n'y a pas encore eu de dépôt de liste. Tout ça teinté d'identité corse, Oui. évidemment, surtout Enfin, avec pas Charles trop, Jagnes. hein. Ouais, si. Oui, avec Charles Jagnes, oui, maire d'Iubruno, c'est en Castagniche, c'est dans l'Ampognan, il va donner ce c'est pas où c'est, Non, mais genre. Vous avez ma piste, sinon, si vous voulez monter. ce côté corse un peu qui manquait avant à l'étiquette Front National ici chez nous. Donc toutes les listes ne sont pas encore déposées. Hein. On n'a pas encore toutes les listes de manière officielle. Donc on ne sait pas si. Non, mais si Cagnogne et Bakary y partiront, s'ils arriveront à terme. Pourquoi? Parce que Bakary il a perdu le soutien du PFE, il a perdu le soutien de la cause animale. Est-ce que il a surtout perdu le soutien de la cause animale, parce que le PFE, excusez-moi, je ne sais pas qui c'est, un parti fédéraliste européen, je ne sais pas qui c'est. En revanche, la cause animale, je rappelle qu'ici, dans la première circonscription de Bastia, ils font plus de 700 voix. Ouais. Plus de 700 voix, c'est-à-dire deux fois le score de Christophe Cagnogne. Est-ce qu'ils diront au bout, beaucoup, est-ce qu'il y a des difficultés de ce côté-là? Il faudrait demander à Jean-François Bakary, mais je pense que d'ici... Refaites une émission. Jean-François Bakary qui a sorti une autre obstruction à la montée de sa liste, c'est les fameuses attestations que doit fournir, d'inscription sur les listes électorales, qu'il doit fournir pour pouvoir présenter validement, de manière valide, les 63 candidats. Alors, on parle des nationalistes, les sortants de Péragours. Alors, il y a des difficultés, on n'a toujours pas la liste, et il y a un blocage, semble-t-il, entre Jean-Christophe Angelini et Gilles Simeoni, au sujet notamment de la présence de certains éléments du PNC, notamment Nadine Di Vagione et Fabienne Giovannini. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à compliquer la donne et à compliquer cette liste d'union? C'est pas de nature à apporter de la sérénité, ça c'est sûr. Hein. Bon, la liste, cela dit, je crois que Gilles Simeoni qui l'a présenté ou jeudi peut-être, le 2 novembre, au lendemain. Ce qui reste tardif, malgré tout. Ce qui reste assez tardif, oui. Est-ce que c'est pas un effet? Est-ce que c'est pas calculé, surtout? Oui, on laisse les autres s'étriper pendant ce temps. C'est pratique, hein. Mais effectivement, je pense qu'au sein de cette liste, il y a des problèmes, comme Jean-Martin Mondolone, Gilles Simeoni a des problèmes de riches. Hein. Il faut faire de la place à tout le monde. Y compris à l'ouverture. Il y a les trois composantes qui se disputent pour avoir une place. En plus, il y a l'ouverture. Il y a Emmanuel de Gentile qui toque à la porte aussi. Faites-moi une place. Bon, il ne sait pas comment faire, le pauvre Gilles. Là. Oui, mais on voit que d'ailleurs, dans la mise en œuvre de toutes les stratégies politiques de ce côté-là, il y a toujours du retard à l'allumage. Hein. Dans l'annonce de l'Union avec Corsica Libera, c'est déjà été, on l'a annoncé, elle est venue, elle s'est défaite, elle s'est refaite, elle a été faite. On l'a vu également dans la constitution de Fema Corsica, du parti, puisque le Congrès a changé de date. Elle est censée avoir eu lieu au mois d'octobre, mais on voit que l'appareil n'est pas tout à fait fini, puisqu'il y a un grand gouvernement, mais il n'y a pas de vrai exécutif à la tête de ce parti-là. Et la constitution de la liste aujourd'hui, voilà. Ça va pas de soi. La difficulté, parce que quoi qu'il en dise, Gilles Simeoni, tout le monde le sait, et les observateurs et ses partenaires politiques, son plus grand problème, c'est son inaptitude fondamentale et ontologique à trancher. Donc il repousse. C'est un peu le Hollande de Corse. Alors là, je vous laisse. Ça sera un test là de voir si. Je vous laisse anti-responsabilité de ses propos. Mais bilan, il va repousser. Ça finira par être fait achtraper, pour employer une expression qui fait florès localement. Bilan, ça va susciter des mécontents. Il y aura des mécontents, de toute façon. Ça c'est évident. Il y a toujours des mécontents. Tour, hein. Mais là, sans doute un peu plus que d'habitude. Et gare à ce qui peut se passer derrière. Alors, sur le Rhino, mais ça pose aussi un autre problème, c'est le renouvellement dans la famille nationaliste. Parce que c'est ce que dit Jean-Christophe Angelini. Hein, il faut des. Préparer l'avenir. Il ne veut pas de Fabienne Giovannini. Que ne démissionne-t-il pas? Voilà. Du renouvellement. Jean-Christophe Angelini. Il voudrait. Et il y a eu ce communiqué aussi de Fais-moi Gours, Centre Corse, qu'a révélé Corse Matin, où on voit qu'il y a des problèmes, il y a des questions de cumul des mandats, on voit des députés qui voudraient être sur la liste, qui sont par ailleurs conseillers techniques. Enfin, citons-les, Jean-Félix Aquavive, Jean-Félix Aquavive, notamment, oui. Voilà. Donc, est-ce que le Rhino, vous pourrez... On a du mal avec le cumul. Hein. Bon, on dit le cumul des mandats, tout le monde était contre. Mais ça, l'exercice du pouvoir, c'est compliqué. On peut être foncièrement contre la spéculation, mais avoir un petit peu de retard à l'allumage l'été quand d'autres personnes révèlent des difficultés. On peut
on peut être extrêmement défavorable au cumul des mandats tant qu'on n'exerce pas le pouvoir, et puis quand on l'exerce, c'est un peu plus compliqué. Ça me rappelle une phrase de Courteline qui disait que si l'on permettait à autrui ce que l'on se permettait à soi-même, la vie deviendrait intenable. C'est un peu ça. Alors, est-ce que le Je signale Patrick... à ce propos que Gilles Simeone n'a pas encore démissionné depuis 2015 de son mandat de conseiller municipal et conseiller communautaire à Bastia. Ouais, mais bon, il a jamais. Il a dû. Justement, il fallait démissionner. Oui, mais c'est peut-être juste un Est-ce truc que technique. Patrick, est-ce que le Rhino vous peut profiter de ces mécontentements, notamment du fait de la liste d'union? Est-ce que ça veut dire y passer de 2,5 à 5? C'est l'objectif. Oui, je pense qu'il y a un espace pour Paul Félix Benedetti. Alors atteindre les 7%, ça sera compliqué. Les 7% pour se maintenir, c'est entre 10 et 11 000 voix. Les 5, c'est atteignable. 7 000 voix, c'est entre 7 et 8 000. Ça dépend évidemment de la participation. Effectivement, il y a un espace. Il a dit, il présente une offre nationaliste authentique en quelque sorte, par rapport à l'autre qui est un peu dévoyé. Les autres, ce sont des gestionnaires. Moi, je trouve qu'on vient de l'accueillir. Donc, dans le discours, il y a moins de circonlocution qu'ailleurs. L'autodétermination, c'est enfin clair. C'est défini. En même temps, il n'est pas aux responsabilités. Non, mais dans une campagne, c'est une vraie offre alternative au vote nationaliste en Corse. Est-ce que ça pose aussi le problème du choix de la liste d'union dès le premier tour? Est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix, Antoine Alberti? C'est un choix qui est peut-être plus risqué. Est-ce que c'était le bon choix? Ça aurait en tout cas paru un choix légitime compte tenu de la cogestion qu'il y a eu pendant 2 ans. Est-ce que c'est le bon choix à faire politiquement? Il y a 2 manières de concevoir les choses. Soit ils se sont dit on crée une énorme machine, un rouleau compresseur, ce qui est jamais très bon et qui peut susciter un reflux de l'électorat d'ailleurs, parce que les gens n'aiment pas trop que les pouvoirs soient concentrés et n'aiment pas trop donner une prime monstrueuse à une liste, quelle qu'elle soit. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on dit que cette union a été bâtie et scellée pratiquement sous la contrainte avec notamment les. On parle de beaucoup de pression. On parle de pression politique en tout cas. Moi, j'ai pas d'éléments pour les attester, mais on dit que, notamment, Charles Pierre, pour le citer, revient dans le jeu politique et a fait en sorte que cette union soit scellée dès avant le premier tour. J'en sais rien. Alors que Gilles Simeone a toujours dit qu'il n'en voulait pas. Oui, y compris quelques jours avant. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Est-ce que c'est la bonne? Ça, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'en entendant, il y a la voix de la rue qui est quand même la Vox Populi, il faut écouter quand même, ça c'est important. Les gens ont peur de l'effet rouleau compresseur. C'est-à-dire, ils ont vraiment peur de se dire, ils vont recevoir une dose massive de suffrage, ils auront les pleins pouvoirs, et en plus, il y a la collectivité unie. Tout ça ne sent pas nécessairement très bon. C'est une partie de l'électorat, en tout cas une partie de l'opinion, fourbit ce type de raisonnement. Et en même temps, on pourra dire que la stratégie a marché si cette liste-là obtient une majorité absolue à l'Assemblée. Dans toutes les causes, c'est son objectif politique, désormais, il est là. Il n'est pas dans une majorité relative où il faudrait composer dans un 3e tour avec d'autres. Cette liste d'union au premier tour, elle contraint un petit peu aussi la dose d'ouverture qui va être plus compliquée à introduire. Ça, je n'ai pas d'informations, Sébastien. La dose d'ouverture, effectivement, je le disais, il y a Emmanuel Dejal qui est acquis. Ouais, mais c'est pas une ouverture. Je pense pas que Gilles Simeone fasse une place à Jacques Coste, c'est ça? Jacques Coste qui a participé à l'Assemblée Générale de Fémois. Non, mais on a vu des maires, on a vu Louis Pozzo-di-Borg, on a vu d'autres ex-jacobistes qui ont... Oui, mais ça, c'est pas de l'ouverture. Si vous ouvrez à Louis Pozzo-di-Borg, c'est pas de l'ouverture, il est nationaliste. Non, il est d'hiver gauche, c'est une commune jacobiste qui a toujours siégé avec Paul Jacob. Il est devenu... Au département. Il est devenu nationaliste depuis comme le maire de Santa Ribara, on a vu. Il y a quand même, je ne parle pas de Louis Pozzo-di-Borg en particulier, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre on l'a dit 40 fois, c'est un peu une tarte à la crème désormais, mais il y a quand même un nombre d'élus qui ont volé au secours de la victoire, qui se sont découverts des convictions nationalistes. Je ne pense pas qu'il ouvre à ces gens-là. En termes d'image, ce sera du plus mauvais effet. Alors très rapidement, on l'a dit, très courte mandature, il y aura pas vraiment de bilan, ce ne sera pas un élément de campagne majeur, Roger? Il est clair que d'abord 2 ans, tout le monde s'accorde pour dire que c'est trop court pour bâtir un bilan. Néanmoins, il y a des choses à regarder. Il y a des choses à regarder dans ce qu'ont fait les nationalistes pendant 2 ans. Alors, je ne pense pas que ça se fasse sur le bilan. Franchement, le débat il sera ailleurs. Messieurs, merci. On lira vos analyses sur cette image Corse Matin et on écoutera RCFM. La semaine prochaine, retour du titulaire du poste, Jean Vitus Albertini, bien reposé après des vacances lointaines. Il recevra le tête de liste de la Corse Insoumise et du Parti communiste, ainsi que Charles Giacomi pour le Front National. Buonasera a tutti et à prossima volta.
Thank you.